Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver pour votre émission de référence. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours de 16h à 18h. Soyez les bienvenus les amis, c'est parti, voici le programme pour aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler des nouvelles restrictions annoncées par le gouvernement, par Jean Castex et Olivier Véran hier, et des restrictions qui passent mal, surtout auprès des patrons de discothèques qui ne comprennent pas leur fermeture à partir de ce vendredi, et ce pour une durée de 4 semaines. Nous y reviendrons tout à l'heure. On fera le détail aussi sur les nouvelles dispositions à l'école, à 1 semaine et demie maintenant des vacances scolaires de Noël. Et puis voilà, sur la vaccination aussi, il y a des petites évolutions, notamment sur la vaccination des enfants. On y reviendra évidemment. Vous le savez, on est à la veille d'une élection importante dans notre pays, une année charnière pour cette élection présidentielle et législative. Et on se posera la question, au vu des sondages, la gauche peine à décoller. Est-ce que vous pensez qu'elle a d'ores et déjà perdu, cette gauche, qui peine à s'allier, qui peine à jouer collectif? Voilà, on se pose des questions. La gauche qui ne retient aucune des leçons. On y reviendra et on en débattra tout à l'heure. Le zapping, bien sûr, avec un peu de Zemmour dans le zapping, puisqu'il était l'invité de Bourdin ce matin. Et puis nos amis quotidiens qui, vous le savez, ont été exfiltrés du meeting. Ils ont diffusé les images hier. Et puis on aura aussi du Valérie Pécresse qui nous dira de ce qu'elle va faire de Éric Ciotti. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le zapping. Notre invité tout à l'heure, ça c'est bien, c'est Lila Haj Mohamed qui sera avec nous. Elle est coach, thérapeute et formatrice spécialisée en confiance en soi, fondatrice de Lila Coaching, et avec elle nous aborderons le sujet suivant: la place du coaching et de la thérapie dans le désir d'émancipation des femmes issues de l'immigration. Tout un sujet, mesdames, messieurs, que nous aborderons avec vous en direct tout à l'heure à 17h. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et avec nous, il est à l'heure aujourd'hui, Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Bonjour mon Pierre. Bonjour Christophe, bonjour aux éditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2. Comment ça va mon Pierre ? Plutôt bien, personnellement, et certaines colères internes suite à ce qui s'est passé ce week-end. Ouais. Voilà. Très énervé. Bon, énervé, non, mais on va en parler. Je trouve que quand la gauche de gouvernement est réduite à commenter les actions valeureuses de SOS Racisme, à regarder sa propre marginalisation et à être incapable de dépasser les 5-6%, il y a tout de même un sujet... Ils ont eu raison d'envoyer des gens sur place au meeting. Je n'ai pas à juger l'action de SOS. Elle est courageuse. Est-ce qu'elle change quelque chose sur le fond ? Je ne le crois pas. Elle ne fait que révéler un peu plus la brutalité, la violence de ses partisans, des partisans d'Éric Zemmour. C'est violent. Voilà, c'est tout. Mais ça ne changera absolument rien quant au vote des gens et à leur adhésion. Ah oui, effectivement, mon cher Pierre. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi se dire que dans les militants de Zemmour, il y a énormément de gens issus de l'ultra-droite. On parle notamment d'un groupe, les Zouaves. Oui, les Zouaves, oui. D'ultra-droite, oui. Il y a, de toute façon, tous les recyclés de l'ultra-droite, de l'extrême-droite, tous ceux qui étaient sortis du Front National ces dernières années et qui reprennent du service autour de Zemmour. Voilà, nous avons la frange la plus fanatisée qui soit autour de Monsieur Z. Et en même temps, ce qui est terrible, c'est que l'action de Zemmour contribue à banaliser un peu plus chaque jour
Marine Le Pen. Et c'est Il finit même par la rendre sympathique, non, tu trouves pas? Moi, elle ne me sera Non, jamais bien sûr, sympathique. D'accord, mais... Elle ne me sera jamais sympathique. Ses idées ne me le seront jamais. La famille Le Pen ne me sera jamais sympathique. C'est pas ce que j'ai dit, Pierre, tu m'as compris. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'on va tellement dans l'excès avec Zemmour que finalement, on banalise, si tu veux. Oui. Voilà. C'est ça, là-dessus, qu'il y ait une banalisation du Front National, oui, et c'est assez terrible, parce qu'en réalité, aujourd'hui, si on regarde tous les sondages, je dis bien tous les sondages, on est à plus de 32% pour l'extrême droite. Ce qui pose quand même un énorme problème. Un énorme problème dans ce pays. Absolument. Qui est en train de s'inventer des boucs émissaires, qui est reclus sur la thématique identitaire. Et en même temps, je suis persuadé que la vérité de ce pays n'est pas à cet endroit-là. Et que, voilà, nous saurons écarter ce danger, mais que la fracturation de la société française est un sujet primordial pour les prochains mois, les prochaines années. Alors, nous a rejoint avec nous, et il le fait de temps en temps dès qu'il le peut, La Belle Histoire est avec nous. Bonjour La Belle Histoire. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Bonjour. Pierre-Henri avec toi. Tarek Bonjour Sassi. Pierre. Tarek Sassi qui sera avec nous. Dans quelques instants, il est retenu dans le métro. Notre ami Tarek, il est bloqué à la station Jaurès, pour tout vous dire. Voilà. Le métro, des fois, ça bloque. Ce qui prouve bien que la gauche a un véritable problème. Oh, joli. Alors, demain, j'ai envie de lancer quelque chose, les amis. Demain, on va faire une émission un peu particulière. On est dans une période, comme je disais, un peu charnière, d'élection, effectivement, et on a tous des choses à faire valoir, à faire entendre. Et demain, on va être force de proposition en ouvrant notre cahier de doléances. Et nous allons recueillir vos propositions pour changer la France. Pour vous, une proposition par auditeur demain. On les sélectionnera et nos chroniqueurs choisiront. Après, là, on va faire une grande émission demain pour un petit peu ouvrir le bal, mais on le fera de manière quotidienne dans un temps plus réduit, bien sûr. Et nos chroniqueurs choisiront la proposition du jour. Et ainsi, on va en formuler comme ça de plus en plus. Et on pourra l'envoyer, ou plutôt la remettre en main propre à tous les candidats que je recevrai durant cette campagne. C'est pas une bonne idée, ça, les amis? C'est quand même bien, non? D'accord, ça vous fait rêver, Pierre. C'est excellent. C'est excellent. Ah, Pierre, c'est pas une bonne idée? Ah ben si, c'est une très bonne idée. Merci. Non, les cahiers de doléances, oui, c'est une vieille et bonne idée qu'il faut toujours remettre au goût du jour. Nos auditeurs j'avais lancé ça comme ça, de manière un peu sporadique, pour voir un peu ce que ça donnait. Et on a eu des propositions très intéressantes. J'en me souviens une, d'ailleurs, qui moi, m'a parlé. C'est le retour de l'uniforme à l'école, par exemple. Ça peut être intéressant. On en débattra, et puis après, on choisira ensemble la proposition qui nous semble... Voilà. Non bon, ok. Voilà. Il vaut mieux des cahiers de doléances que des cahiers de condoléances. Ça, c'est sûr. Ça vaut mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Ça vaut beaucoup mieux. Bon, La Belle Histoire, tu vas bien? Je vais bien, mais très bien même. Merci beaucoup. Et toi? Eh ben, écoute, parfait, La Belle Histoire. Alors, puisque La Belle Histoire est là, Pierre est là, c'est un match qui s'annonce redoutable. Voici le quiz sur France Maghreb 2. C'est parti. Le quiz. On n'attend pas Tarek parce que de toute façon il perd tout le temps. Là. Voilà. Attention, première question, mon Pierre, La Belle Histoire. Quel pays... Tarek s'assit sur le quiz. Oui, Tarek s'assit, oui, il est sur le quiz, voilà. Première question. Quel pays africain obtient son indépendance en 1960? Le Sénégal. Non, monsieur. Indépendance de la France. C'est pas le Sénégal que je cherche. Hein, l'indépendance de la France? Oui. En 1960. Le Mali? Non. La Libye? Non, monsieur. Non. Non. L'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, peut-être. La Côte d'Ivoire est une bonne réponse, La Belle Histoire. J'allais vous donner un indice Drogba, mais c'était trop facile. Bonne réponse, La Belle Histoire. Attention. Comment ça, La Belle Histoire? C'est moi qui l'ai dit. Non, je pense que c'est plutôt Pierre qui Oui. J'ai pas entendu. Mais à chaque fois, je te promets que j'ai pas entendu, Pierre. Christophe. Je te jure. Il me met un handicap systématique de moins 3 Arrête points. de pleurer, parle devant le micro et ça ira mieux. Oui. Attention, deuxième question, donc le point pour Pierre. Qu'est-ce qui va être fermé
Pendant 4 semaines. Les discothèques. Oui, monsieur. À compter de ce vendredi, les discothèques, c'est une bonne réponse. Je laisse les spécialistes répondre. Ouais. Les discothèques, les spécialistes de Pierre-Henri. Ouais, pendant 4 semaines. 4 semaines. On en parlera tout à l'heure. Hein. Ouais. Troisième question. Qu'est-ce qui est inauguré à la Villette à Paris en 1990 ? Les géodes. Non, monsieur. Le grand parc de la Non. Villette. Qu'est-ce qui est Là, c'est inauguré la Cité de la musique. Oui, monsieur. La belle histoire, la Cité de la musique, inaugurée en 1990 à la Villette à Paris. Oui, parce que c'est Giscard qui a inauguré le parc de la Villette, donc, et les géodes. Ouais, super. Ouais. 2-1 Non, pour Pierre. c'est Mitterrand en l'occurrence. C'est Mitterrand. Oui, c'est sous Giscard, tu as tout à fait raison, c'est sous Giscard que ça a été construit. Ça a été décidé, mais Voilà, Mitterrand ouais, l'a absolument. Qui est reçu en grande pompe à Alger depuis dimanche ? Je le Au sais. roi du Maroc. Non. Elle est bonne celle-là. Elle est très très bonne. Pas encore. Qui est reçu en grande pompe Et qui part en Tunisie d'ailleurs cet après-midi. Kais Saïed. Non. Non, c'est pas Scholz parce Non. qu'il vient de prendre. Non. C'est Marine Le Pen. Non. non Non, mais Johnson. on sait jamais. Non. Pas Euh, Johnson. Boris Johnson. Alors qu'est-ce considérez que c'est pour je sais pas si c'est vraiment lié, mais pour répondre à la visite de la défense israélien au Maroc la semaine dernière. L'Algérie reçoit qui aujourd'hui ? C'est un Mahmoud Russe. Abbas. Mahmoud Abbas. Bonne Ah, réponse. Ah oui, je l'avais vu. La belle histoire Je l'avais vu. qui égalise à 2 partout. Attention, les jeux sont faits, rien ne va plus. Je cherche un aviateur français mort. Clément Ader. Comment ? Clément Ader. Non. Mort en 1936 dans l'océan Atlantique. Et Roland Garros. Non, monsieur. Non. Un aviateur français mort oui. en 1936. Hilario. Saint-Exupéry. Non, monsieur. Mais non, c'est pas Saint-Exupéry. C'est. Il est mort dans l'océan Atlantique. Mais bien sûr. Alors attends. Mais Attends, bien attends, sûr, attends. je ne bien connais sûr, que mais lui. bien sûr. Bah oui, évidemment. Il a même. Oui. Il a même, voilà. Il a même navigué. Ouais. Oui. Avec Ah purée. Ouais. Ça va venir. Jean de son prénom. Jean Mermoz. Mermoz. Oui. Alors là, il y a un léger décalage et la VAR m'indique que c'est la belle histoire. Ah oui, non mais du poignée de seconde, mais c'est la belle histoire. Qui prend le point. Il veut même pas donner l'égalité. Tu te rends compte? Non, je peux pas. Non, mais Pierre, soyons en France fraternelle. Ouais. D'accord. 3-2 pour la belle Allez. histoire. Attention, il reste 2 questions. Tout est encore possible. Quelle candidate a confirmé qu'elle ne fera pas de grand meeting pour la présidentielle? Valérie Pécresse. Oui, afin d'éviter de créer de grands clusters géants, a-t-elle dit. Valérie Pécresse est une bonne réponse. Attention, dernière question. Je cherche un entraîneur belge, mort en 2004. Comment, la belle histoire? Tu as dit quoi, la belle histoire? Goethals. Oui, Raymond Goethals Goethals. qui a permis à l'Olympique de Marseille de remporter, ou d'acheter, je ne sais pas d'ailleurs, la Coupe d'Europe en 1993. Oh, il y en a qui achètent la Coupe d'Europe, d'autres la Coupe du Monde. Bon, alors là, franchement, bon. Je vois pas le rapport. Oui, si, moi je le vois. Bah, moi, je le vois pas. Moi je le vois, moi. Je le vois. Très bien. Bon, victoire de la belle histoire. Bravo, la belle histoire. Oh, Ce fut quoi? Oh, indiscutable. je tousse. Oui, bah t'as le droit de Je tousser, mais tousse. pourtant il a gagné. Bon, bravo. Voilà. la belle histoire. Bon, la Merci, belle histoire Pierre. qui va rester attentif évidemment et qui va se charger de s'occuper de Pierre-Henri et de Tarek Sassi qui nous rejoindra dans quelques instants probablement pour nous faire une petite chronique de fin d'émission dont lui a le secret. La belle histoire, donc, dans tout à l'heure, la belle histoire, hein, absolument. Tout à l'heure. Je vous rappelle, hein, préparez vos propositions demain, le cahier de doléances est ouvert, on va faire bouger la France ensemble. Le voilà. Et évidemment, vous allez pouvoir nous donner vos propositions, les amis, pour changer la France, pour participer vous aussi activement à cette campagne. Quelle est votre proposition que vous feriez pour cette présidentielle, si vous étiez candidat ou candidate? On recueillera tout cela, évidemment, à l'occasion d'une grande émission. Ça ne sera pas la première ni la dernière. On fera, voilà, on va s'occuper de ça demain
Et vous pourrez nous faire tout au long de l'émission vos propositions. Il est là, notre roi du catch, l'international catcheur tunisien, qui a dû user de son talent au meeting de Éric Zemmour. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui. J'ai tellement de choses à dire. Ah bon? Ça rappelle vraiment là, je veux pas faire le. Oui. Ça Par rappelle contre, vraiment, rapproche-toi du micro, s'il te plaît, ça m'arrangerait moi. Ça rappelle vraiment des heures sombres, Ah oui? très sombres. Ah c'est. Ah voilà quoi. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller là-bas d'abord? Parce que j'ai des questions à poser. Oui, mais tu crois qu'il va tu vas te répondre? Mais moi je lâche jamais rien. Ouais. C'est comme ça, moi je lâche jamais rien, j'ai des questions à poser et j'y vais, c'est tout. C'est Villepinte, c'est une ville du 93, c'est l'endroit où il y a eu la Japan Expo, c'est normal que j'y aille et que je pose mes questions à Monsieur Zemmour. Mais au lieu de ça, j'ai eu Antoine Diers et j'attends toujours mon débat avec Stanislas Rigaud. Ah, ça ne saurait tarder. Voilà. Restez avec nous sur votre radio dans un instant. Les restrictions annoncées par Castex et Véran hier après-midi, hier soir plutôt, en début de soirée. On la joue un peu mollusquin pour le coup. Pas de confinement, pas de couvre-feu, rien. Mais il y a certains secteurs qui en prennent plein les dents quand même. Et encore une fois, les patrons de discothèques sont très en colère. Et il y a de quoi, à mon sens. On en reparle dans un instant, tout de suite. Le Grand Forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h avec Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Tarek Sassi qui est avec nous et qui nous a rejoint. Salut mon Tarek. Salut à tous les auditeurs de Radio France Maghreb, du Grand Forum, les habitués, ça me fait très plaisir. Salut à Pierre-Henri, ça me fait plaisir de te retrouver. Tarek. Et la belle histoire aussi qui est avec nous, la belle histoire qui va vous écouter et qui va écrire et qui va vous massacrer, j'en suis sûr. Je compte sur lui pour cela, évidemment. N'est-ce pas la belle histoire? Voilà un objectif pas très raisonnable. Absolument, me dit-il, c'est parfait. On est très bien, bravo. Bien, dans un instant, on recevra tout à l'heure, ça vous fera du bien, tiens, un peu. Lida Hadj Mohamed, elle est coach, thérapeute et formatrice spécialisée en confiance en soi. Ça, c'est bon pour toi, Pierre. Fondatrice de Lida Coaching. On va parler, non pas de vous, messieurs, mais de ces femmes issues de l'immigration et de leur place, justement, dans ce désir d'émancipation. On en reparlera tout à l'heure, les amis. Pour l'heure, on va revenir sur les annonces faites hier soir par l'exécutif, le gouvernement. Le Premier ministre Jean Castex, accompagné de son ministre de la Santé, Olivier Véran, sont arrivés devant le micro, devant la presse, et on va détailler ensemble ces annonces donc, qui ont été faites hier soir. Première partie, évidemment, pour Jean Castex, c'est de rappeler à propos des personnes âgées et de veiller à la 3e dose. Écoutez. Dans cette campagne de vaccination, nous devons veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus, c'est-à-dire les plus à risque, accèdent prioritairement à ce rappel. Nous avons ainsi pris la décision que ces personnes pourront dorénavant obtenir leur rappel, y compris sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel elles se rendent. Voilà, ça commence bien, j'ai envie de dire pour l'instant, tout va bien. Hein, Pierre, Tarek, pour les personnes âgées, les personnes à risque, pour les personnes de plus de 65 ans, qui sont considérées comme des personnes à risque, ils peuvent être, et ils sont prioritaires. Jusque-là, tout va bien, messieurs. Je sais pas. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah écoute, ma maman va se taper une 3e dose, moi ça me rassure pas. Ah oui? Pierre? Écoute, moi j'ai une 3e dose, tout va très bien, merci, parce que la vaccination sauve des vies, on ne le répétera jamais assez, donc vaccinez-vous. Pierre, moi je voudrais juste te poser une question. Est-ce que tu es au courant qu'il devait sortir un traitement oral sur lequel ils nous ont fait beaucoup d'annonces et qui est toujours pas là? Ça n'a rien à voir avec le vaccin. Tu disposes aujourd'hui d'une 3e dose Pfizer, Moderna ou autres produits, mais surtout Pfizer et Moderna, et qui, à ma connaissance, sur des millions et des millions de personnes vaccinées, n'a pas produit d'incidents notoires. Mais par contre, a contribué à une chose, c'est-à-dire à protéger la population contre ce maudit virus qui est le Covid-19, 20 et 21. Alors qu'on peut appeler Omicron, Delta, ce que vous voulez.
Ouais, alors, bon, jusque-là, on va dire que rien d'extraordinaire. Maintenant, à propos des écoles et des enfants, c'est là où ça se corse un peu. Voici ce qu'a dit Jean Castex hier soir. Nous allons rehausser au niveau 3 le protocole sanitaire s'appliquant aux écoles primaires. Pour les enfants du primaire, nous allons demander un effort complémentaire jusqu'aux vacances. À compter de jeudi prochain, le port du masque sera également requis dans les cours de récréation et les sports collectifs avec contact seront restreints. À partir de lundi prochain, les conditions de restauration seront aménagées en lien avec les élus locaux pour limiter le plus possible les brassages. Nous maintiendrons notre politique de dépistage systématique de tous les élèves s'il y a un cas positif dans la classe et de fermeture de la classe au bout de 3 cas positifs. Pour ces enfants de 5 à 11 ans, la perspective de pouvoir accéder à la vaccination est maintenant proche. Un premier avis de la Haute Autorité de Santé le rend possible pour les 360 000 enfants en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque. Cela commencera dès le 15 décembre. Sous réserve des avis et des instances scientifiques et du Conseil national d'éthique, que nous attendons dans les prochaines semaines, nous projetons de pouvoir l'ouvrir à tous les enfants sur la base, évidemment, du volontariat, si possible, d'ici la fin de l'année. Voilà, alors là, c'est pour les écoles et pour les enfants. Et quand je disais que ça se corse un peu, c'est que la vaccination des 5-11 ans, on voulait pas trop en entendre parler. Ben voici qu'elle arrive. Dans un premier temps, elle concerne les enfants considérés à risque et atteints de comorbidité sur la base du volontariat. Et pour les autres enfants, puisque c'est un peu l'objectif, de vacciner tous les enfants, il faudra attendre quelques décisions, mais sans nul doute, elles seront tombées, elles seront connues très rapidement. Est-ce que vous êtes favorable, mon cher Pierre-Henri, à la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans ? Sachant qu'il n'y a pas... Alors, voilà. C'est pas une particularité française. Hein. Je sais. Mais... Aux États-Unis, en Israël, ailleurs, ça se fait également. Donc là, on prend énormément de précautions puisque le Premier ministre rappelle que la vaccination n'est ouverte pour l'instant que sur une base de volontariat et sur les enfants qui sont en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risque. Donc voilà. Des vaccins adaptés, hein, on nous dit-on. Oui, voilà. Vaccin adapté, mais là encore, je crois qu'il faut lever la tête. Les enfants, pour rentrer à l'école, il y a 11 vaccins obligatoires aujourd'hui. Autour du Covid, est-ce que les enfants sont les principaux propagateurs du virus? Il semblerait en tout cas que ça soit une des sources prioritaires de propagation. Dès lors, le vaccin, moi, me paraît être une solution adaptée, oui. Et avec toutes les précautions, vous imaginez bien, avec toutes les précautions qui sont prises. Pierre, il y a plein de gens sceptiques. Oui, alors, mais je les comprends. Il y a des gens qui sont pro-vaccin, on va dire, mais qui sont très sceptiques par rapport à la vaccination des enfants. Mais tu en trouveras toujours, Christophe, des gens sceptiques. Voilà. Mais j'ai l'impression, c'est quand même curieux, cette espèce de mémoire à trous que nous avons, parce que personne ne proteste aujourd'hui contre les 11 vaccins qui sont administrés à nos enfants. Ils te diront que ce n'est pas pareil. Bah, oui, nous avons affaire à des vaccins qui n'ont ne pas encore été... pas à un autre. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. Tarek, bien sûr. La vaccination des enfants. C'est trop. Ça te choque ? Bah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui, c'est trop, on va trop loin. Et je pense que vraiment, ceux qui subissent le plus et qui sont vraiment traumatisés, c'est les plus jeunes, les enfants des écoles et des collèges. Après, est-ce qu'il y a le même protocole en maternelle, oui ou non? Ça, je ne sais pas, mais ça va trop loin, Alors, le retour du masque en extérieur dans les cours de récréation, sachant qu'il n'y a aucune étude qui a prouvé l'efficacité du masque en extérieur. Bon. C'est de la bouffonnerie, c'est trop. Moi, j'ai pas honte à le dire.
pendant la grosse période de confinement et de restrictions qu'on a eu, que ce soit vers décembre 2020 ou mai, quand le masque à l'extérieur est obligatoire, très souvent sur la chapelle les gens ne l'avaient pas. Moi-même je l'avais pas parce que on peut plus respirer. Oui, enfin. Moi, j'ai l'impression que Tarek, je dis ça de façon très gentille, de toute façon, il est opposé à tout ce qui ressemble à une piqûre. Mais je me suis vacciné malheureusement. Le masque n'est pas une piqûre. Je me suis vacciné malheureusement, je dis bien malheureusement. Oui. Comme beaucoup de gens. Oui, non mais le masque à l'extérieur, Pierre, faut être sérieux. Mais il peut y avoir des mesures qui sont préconisées, qui peuvent apparaître comme étant contradictoires. Mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que on a eu les infectiologues sur tous les plateaux de télévision. Nous avons aussi tous les logisticiens en matière de santé. Enfin, bon, bref, autour de cette question très sérieuse qui a quand même fait des millions de morts dans le monde entier et avec une couverture vaccinale très déséquilibrée suivant que vous vous trouvez dans un pays riche ou dans un pays pauvre, j'ai tendance à faire confiance à la haute autorité de santé, au conseil scientifique, et à ceux qui travaillent sur cette question depuis longtemps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la France est plutôt bien positionnée en Europe autour de la prévention de ce virus. J'ai l'impression quand même qu'on essaie, tant bien que mal, de prendre des décisions, mais pas trop impopulaires, parce qu'on n'en oublie pas qu'on est en période électorale et qu'il y a des risques à prendre quand même, Pierre, quand on voit nos pays voisins qui, eux, ne lésinent pas sur les restrictions. Oui, mais... Je pense à l'Italie, par exemple, qui impose le pass sanitaire dans les transports en commun maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est d'ailleurs très drôle comme critique, parce que il y a quelques mois, en fait, on adressait une critique virulente au gouvernement français pour avoir imposé le pass sanitaire au moment des vacances. Ouais. Puis en fait, l'ensemble des pays européens ont pris des mesures beaucoup plus drastiques, mais plus tardives. Bon, aujourd'hui, nous avons une relance de l'économie, parce qu'il ne faut pas oublier cela. Le Covid, ça a été un choc sur l'emploi des jeunes, des commerçants, des entrepreneurs, terribles. Aujourd'hui, il y a une reprise. Oui, que les gouvernants aient aussi en tête le fait de ne pas casser la reprise tout en protégeant la population, bah oui, ça me paraît être une mesure qui demande du doigté. On est toujours sur une ligne de crête sur cette question. Bon, écoutez, voilà, c'est Pierre-Henri, c'est Tarek Sassi, ils sont avec nous sur France Maghreb 2. On va rentrer dans le dur, là, dans un instant, avec les annonces qui ont du mal à passer, surtout la fermeture des discothèques. Les discothèques. On en parle dans un instant, mais on peut quand même les comprendre, les pauvres. Pourquoi eux ? Pourquoi on ferme les discothèques et alors on va laisser les bars ouverts, les bars de nuit qui font la même chose? Mais arrête, Pierre, et il y a eu, selon... Tu vas souvent Non, moi j'y vais pas. Mais selon les patrons de discothèques, il n'y a eu aucun cluster d'enregistré dans une boîte de nuit. Pourquoi les fermer? Pourquoi c'est eux qu'on va... On le sait, la période de fin d'année, en particulier le 31 décembre, est une soirée... c'est 30% de leur chiffre d'affaires. On va encore les priver une deuxième année consécutive. Ils n'en peuvent plus, ces patrons de discothèques. Et pourtant, ils ont joué le jeu avec le port du masque, avec le pass sanitaire, avec tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, on fait des meetings à plusieurs milliers de personnes à Villepinte sans demander le pass sanitaire parce que voilà, c'est la règle. Tout à fait. Ouais, non mais c'est la règle. C'est pas parce que c'est meeting de Zemmour, mais dans tous les meetings politiques, il n'y aura pas de pass sanitaire. Et là, ça risque véritablement d'être des grands clusters. De Kellogg's. Dans un instant, on y revient. Ne bougez pas, restez avec nous. Le LGF, le Grand Forum, avec Pierre-Henri aujourd'hui, avec Tarek Sassi et vous, chers amis auditeurs, pour nous appeler bien sûr et intervenir à n'importe quel moment dans cette émission. Le peuple a la parole dans cette émission de référence, le Grand Forum 01 40 33 9000. On va tout de suite parler maintenant d'un autre sujet abordé par Castex hier, le télétravail. La deuxième mesure porte sur l'extension du télétravail. La cible,
doit être 2 à 3 jours de télétravail par semaine, sous réserve, bien sûr, des contraintes liées à l'organisation du travail et de la situation des salariés. Alors le télétravail, il faut y recourir, dit Castex, il faut obliger les entreprises à refaire ce système qui a tant marché pendant les périodes de confinement, pour éviter peut-être une concentration non seulement dans les transports mais aussi sur le lieu de travail. Le télétravail, c'est une bonne chose, Pierre ? Ouais, il faut discuter entreprise par entreprise parce que la relation de travail, c'est aussi une relation sociale. Et on peut trouver très sympathique le fait de rester chez soi, mais si ça devient une norme d'éloignement en réalité de sa collectivité de travail, ça peut commencer par poser un certain nombre de problèmes. Mais là encore, la mesure qui est proposée, c'est effectivement de diminuer la pression dans les transports en commun et éviter des rassemblements. Bon, 2 jours pour les entreprises publiques, privées, et 3 jours pour les entreprises publiques. Voilà. Oui, et d'ailleurs, ça devient de plus en plus difficile d'avoir recours au public quand on a besoin de quelque chose. C'est assez terrible parce que ça éloigne aussi de l'usager. Donc il faut faire très très attention à tout cela. Il faut un équilibre. Tarek, le télétravail, c'est une bonne chose. C'est une bonne découverte qu'on a faite d'ailleurs pendant les confinements. Moi personnellement, la première année j'étais chez moi, et puis la deuxième année j'ai fait du téléchômage. Donc le télétravail, je me demande en fait si ça concerne toutes les personnes qui vivent sur le territoire français ou une certaine catégorie socio-professionnelle, parce que crois-moi que les personnes qui vont nettoyer, qui vont rentrer tard et qui vont se retrouver avec moins de personnes sur les transports en commun, et ben là, ils vont subir l'insécurité. Et j'ai l'impression en fait qu'on va revenir en arrière et qu'on va se retrouver avec les mêmes cauchemars qu'on a vécu et que j'ai dénoncé pendant tout l'été. J'ai l'impression que quoi que le gouvernement propose, de toute façon, tu es dans l'opposition. Ah, mais je suis dans l'opposition parce je suis désolé de le dire, ils ont fait que de la merde. Ils ont fait que de la merde. En quoi je vais dire c'est bien. Moi j'étais travailleur dans la politique de la ville et dans le social. J'ai été trahi, mon contrat n'a pas été renouvelé, je me suis retrouvé dans la merde. Même pour monter un projet, maintenant, ça devient impossible. Alors qu'ils disent, ouais, il y a une relance, l'économie, je sais pas quoi. C'est que des conneries. Ensuite, ils nous ont bassinés avec leur vaccin, on s'est vaccinés. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Retour à la case départ. Retour à la case départ. Donc, je vois pas là. C'est vrai que pour celles et ceux qui se sont vaccinés pour essayer d'avoir une vie quasi normale, par exemple, Pierre, pour les voyages, hors Union européenne. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que t'es vacciné, il faut quand même le test PCR à l'aller et au retour. Oui, mais c'est pas simplement ça. Moi, j'ai l'habitude de voyager vers l'Afrique. Et aujourd'hui, outre les restrictions qu'il peut y avoir, il y a aussi un autre sujet qui est tout simplement que la couverture vaccinale dans la plupart des pays africains ne dépasse pas 5 à 10%. Et encore, je suis généreux pour certains pays. Et donc, évidemment que la liberté d'aller et venir est contrariée par cette inégalité vaccinale. Et moi, je suis toujours étonné que toutes les oppositions qui sont manifestées au gouvernement n'aient pas insisté sur la libération des brevets et le fait de réclamer véritablement que ce dont nous disposons ici soit mis aussi à disposition du plus grand nombre dans les pays qui n'ont pas nos moyens. Alors Jamel est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Jamel. Oui, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir mon Jamel. Alors sur ces restrictions annoncées hier soir, quel est ton avis? Moi c'est du vent. Je dis clairement, en gros, on sait pas, on n'ose pas parce qu'on est en certaine période, on est dans une certaine période assez tendue pour annoncer quelque chose de plus costaud. Ouais. Maintenant, moi j'ai réagi un petit peu au télétravail parce que j'y suis là actuellement d'ailleurs. Ouais. Coucou, ceux qui me reconnaîtront.
Non, je fais ma pause. Mais oui, bah, je comprends, je comprends ce qui a été dit. Parce qu'on a des métiers qui peuvent pas se prêter au télétravail. Un travailleur social, il fait comment ou bien quelqu'un, je sais pas, le mec qui ramène une bétonneuse chez lui, il fait du ciment. Je vais ramener mon bétonneuse. Je comprends tout à fait ce point de vue-là. Ouais. De l'autre côté, si on peut empêcher d'autres personnes d'aller se brasser dans tu le sais très bien, hein, les transports en commun, c'est parmi les écoles des lieux de brassage habituels pour divers virus. Et la Covid n'y est pas étrangère non plus à cette forme de transmission. Donc voilà, si on peut, d'accord, maintenant ça a juste légitimé, je pense, le télétravail en France, c'était pas quelque chose de commun. Ça a un peu légitimé, ça donne quelques avantages, c'est pas forcément la meilleure forme de travail. Moi je trouve ça bien, hein, franchement, le télétravail. Moi je trouve ça bien, vous savez que j'ai kiffé, hein, moi. Tu es un truc en plus, on prend. Moi j'ai kiffé ma période de télétravail à la maison. Hein. C'est légitime et ça encourage justement certaines personnes à quitter Paris. Et c'est pour qui ? C'est pas pour ma catégorie à moi. C'est pour une catégorie bourgeoise et qui est à l'aise. Arrête, quand tu vois que les gens ils travaillent dans des grands bureaux à Paris et qui disent bon voilà. Parce que t'habites en banlieue, t'es bourgeois, mais c'est quoi je vais déménager dans le Luberon. Je vais déménager dans le Luberon. Reprends-toi, on peut habiter la banlieue et ne pas être bourgeois, t'inquiète. Hein. Arrête. Le télétravail, c'est réservé. C'est réservé pour une catégorie sociale. Mais pas du tout. Francilien. Je le dis clairement. Moi, j'ai voulu bouger. C'est sûr que quand on me propose pour 500 € quelque chose là où je suis à Chanteloup-les-Vignes et quand on compare ce qu'il y a à Paris, c'est plutôt à Paris les bourgeois, ouais. Il y a une qualité de vie. Voilà. On est d'accord. Merci mon Jamel. Voilà. Mais de rien. À bientôt. Ciao. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis qui nous intéresse. On parlait du télétravail et voilà le recours si possible et le plus possible en tout cas au télétravail. C'est ce que nous recommande Jean Castex, le Premier ministre, hier soir. Tarek, tu te reprends quand même. Hein. Non, je me reprends pas. Moi, le télétravail. C'est à Paris, les bourgeois, où le mètre carré est au plus cher. Moi, j'habite à Paris. Oui, justement, vous êtes des bourgeois. Le mètre. le mètre carré. Craqué, le mètre craqué, je dirais. Plutôt. Le mètre carré, on dépasse. Non, moi, le mètre, il est craqué là-bas chez moi. Non, mais, en banlieue, voilà, on vit mieux. Et en plus, non seulement on vit mieux, mais bien. c'est moins cher. Mais j'aimerais bien. Bien. Vas-y mon vieux, qu'est-ce que t'attends ? C'est tellement facile de pouvoir déménager comme ça. Ça demande des moyens. Crois-moi, tu peux pas déménager comme ça. Ouais, bon, ça y est, on est dans la pleurniche. Ah non, 01 40, on est dans la réalité. 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous ? Oui, bonjour, Nadera de Clermont-Ferrand. Bonjour Nadera de Clermont-Ferrand, comment allez-vous ma chère Nadera ? Ça va, merci, et vous ? Oui, très très bien. Alors les restrictions, vous faites partie de ceux qui comprennent ou vous faites partie de ceux qui en ont marre ? Alors, on en a franchement marre. Écoutez, je salue vos invités. Par rapport aux mesures prises, je pense que on nous parle de volontariat. On sait pertinemment que le volontariat va finir par devenir obligatoire. C'est comme le provisoire, hein, c'est la même chose. Après que les personnes soient sceptiques par rapport à tout, aux vaccins, aux restrictions, je les comprends. Ouais, aux vaccins pour enfants, il y a beaucoup de sceptiques, notamment sur la vaccination des enfants. Hein. Voilà. Moi, je voulais juste je voulais appeler, ces jours-ci, je n'ai pas eu l'occasion d'appeler, j'avais écouté un petit peu, et notamment hier, un de vos invités, et d'autres fois, hein, j'ai écouté, à chaque fois que l'on est contre ce soi-disant, entre parenthèses, vaccin, c'est en fait, on se réfère plutôt à M. Raoult, à M. Desvisio, etc., etc. Donc, moi je trouve ça que c'est un petit peu réducteur. Les gens sont sceptiques aussi parce que on a fait tout et n'importe quoi depuis le début du vaccin. Les soignants qui ont été vaccinés, il faut savoir que la majorité ont été vaccinés parce que ils l'ont ressenti comme une obligation, puisque si on n'était pas vacciné, on était mis à la porte. Et alors Nadera, il faut conclure parce que j'ai une page de pub qui approche là. Oui. On a bien compris en tout cas ton observation et c'est vrai que les soignants ont été particulièrement malmenés dans cette pandémie. Oui. Merci beaucoup Nadera. Je suis désolé, on n'a plus le temps et on va parler dans un instant d'un dernier aspect par rapport à la fermeture des discothèques. À tout de suite.
Le Grand Forum, l'émission de référence tous les jours 16h, 18h sur France Maghreb 2 avec monsieur Pierre-Henry, président de France Fraternité. Notre roi des catcheurs, catcheur international tunisien, Tarek Sassi est avec nous. Aujourd'hui, notre invité dans un instant, Lila Haj Mohamed, qui sera avec nous dans un instant. Pour l'heure, on continue d'évoquer les annonces faites hier soir par Jean Castex et Olivier Véran et on s'attaque maintenant au gros dossier, Pierre et Tarek, à savoir les discothèques. Écoutez ce qu'a dit et annoncé Jean Castex hier soir. La troisième mesure porte sur tous les événements festifs et conviviaux dans les sphères professionnelles et privées. Mon message est très simple. Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied, on arrête, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. Pour ce qui concerne les manifestations et événements en extérieur, comme les marchés de Noël, les protocoles devront évoluer sous le contrôle des préfets pour que les conditions de consommation de produits alimentaires soient strictement encadrées et réservées à des zones soumises au contrôle du pass sanitaire. Enfin, et c'est la seule exception que nous ferons à notre principe de ne pas restreindre d'activité, nous fermerons les discothèques pendant les 4 prochaines semaines. Cette mesure s'appliquera à compter de vendredi prochain et jusqu'au début janvier. Nous le faisons parce que le virus circule beaucoup chez les jeunes, même vaccinés, parce que le port du masque est extrêmement difficile dans ces établissements. Alors, voilà l'annonce qui fait mal. Pierre-Henry, Tarek Sassi, c'est les discothèques qui paient encore le prix lourd. Et ces patrons de discothèques en colère, Pierre, et on peut les comprendre. Parce qu'il a bien parlé de seule exception. Alors, on ferme les discothèques, mais on laisse les bars à musique ouverte, par exemple. Où sont concentrés donc toute une série de personnes qui vont dans un bar profiter de la musique, d'une ambiance qui est à peu près la même chose qu'une discothèque. Mais eux, on ne les ferme pas. Pierre, franchement, est-ce que cette mesure te paraît logique ? Sincèrement, je vais pas la défendre à 100%. Simplement. Non mais vas-y, arrête ta langue de bois, Pierre. Vas-y, franchement. Mais non, c'est pas de la langue de bois. Les boîtes de nuit sont en règle générale des lieux où il y a énormément de gens, où c'est très mal ventilé. Et où, évidemment, le port du masque n'est pas la première préoccupation des comment dit-on, j'en sais rien, moi. des nuitards, des fêtards, Pierre. C'est vrai que ça fait tellement longtemps pour ce qui te concerne. Des fêtards. Ouais. Oh, bah, j'ai un autre sens de la fête, ouais. Ne t'inquiète pas. Ouais. Bon, voilà. Après, oui, les bars peuvent être... non, mais tu comprends leur colère, c'est pas trop de discothèque. Enfin, le pass sanitaire est obligatoire partout. Ouais. Alors pourquoi fermer les boîtes alors ? Oui, bah voilà, donc t'arrives pas à la défendre cette mesure, j'avoue. Il faut aller lui demander. Non, je suis pas totalement convaincu de la mesure. Bon, Tarek, toi j'imagine que t'es pas du tout convaincu. Moi je suis pas convaincu, même si je ne fréquente plus les boîtes de nuit depuis très longtemps, et heureusement. Mais pour autant, voilà, je me mets à la place de ces personnes qui ont investi, qui ont ouvert des clubs, qui ont fait en sorte justement de faire partie... Alors pardon de te couper, Tarek, mais fermez les oreilles, messieurs, dames et les enfants. Les clubs échangistes, par contre, restent ouverts. Ah oui. Ouais, là c'est autre chose, hein. C'est un autre business, ça, vous voyez. Ah oui, mais ça concerne nos élites, ça. Voilà. Ça concerne nos élites, donc oui, c'est normal. Je ne sais pas, je ne fréquente pas ce genre d'endroit, moi, où est-ce que tu as vu ça ? Bah, je les ai vus, hein. Ils étaient bon, là. T'as le drôle de fréquentation, toi, Tarek. Ils chantaient Don't You Know Pump It Up, You Got to Pump It Up. Oui, vas-y, termine. Hein, donc, oui, non, mais encore une fois, voilà, c'est des métiers en péril, c'est les portiers, des fois, déjà, qui travaillent à la nuit, qui n'ont pas de contrat. C'est des services de sécurité, c'est des serveurs, c'est des personnes aussi à la plonge, qui vont pas pouvoir travailler. Et on va encore aller sur le chômage technique, on va encore creuser la dette, on va encore casser un secteur qui en a pris depuis 2 ans. Il y a des mesures économiques qui sont... Non, mais ces mesures, s'il te plaît, la réalité, elle est là. Les précaires en ont pris plein la gueule. Non, mais moi, je suis concerné. Les précaires en ont pris plein la gueule. Mais bien sûr que les personnes précaires
ont subi le choc des 2 premiers confinements. Mais les entreprises, comme les restaurants par exemple, ont touché de l'argent. Je te mets au défi de me trouver une seule rue. Non, je te mets au défi de me trouver une seule rue à Paris où il n'y a pas des boutiques, des restaurants et des établissements fermés. Oui, et pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que ces gens-là n'ont pas pu assumer les 2 ans qu'on leur a mis dans la gueule. Non. Voilà. Parce que ces gens-là ne déclaraient pas l'ensemble de leurs revenus et que du coup, vous caricaturez. L'aide qu'ils ont reçue de la part du gouvernement était moindre. Mais j'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui m'ont expliqué. Fermé qu'à rester ouvert. Hein. Oui, mais tu es en train de te caricaturer, Pierre-Henri. Mais non, non, je ne me caricature pas. J'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui m'ont expliqué le système et effectivement, ceux qui déclaraient l'ensemble de leurs recettes, eh bien, se sont vus aider et ont pu payer leurs charges. Ceux qui déclaraient auparavant des recettes inférieures à leurs charges, évidemment, se sont trouvés en grande difficulté. Donc, ça veut dire que tous ces restaurateurs qui sont pris à la gorge et qui ont de quoi faire tourner 15% de leur chiffre d'affaires, tu vas me dire que c'est parce qu'ils étaient malhonnêtes qu'ils ont dû fermer. Un certain nombre, en tout Karim cas. Karim est avec nous au standard. Bonsoir Karim. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Karim, tu nous appelles d'où ? Juste pour la fermeture des discothèques, je trouve ça inadmissible. Ils veulent les tuer. Je sais pas, entre guillemets, ils veulent pas que les gens dansent, je crois. On peut danser dans les bars. Est-ce qu'ils ont exigé des passes sanitaires dans les métros où c'est bondé tout le temps? Il y a c'est là le problème, il a raison. C'est là le problème. Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, on est gouverné par des gens incompétents. Alors, je sais pas si le mec... vous l'êtes compétent pour gouverner ce pays. Ah bah oui. Laisse-le s'exprimer, Karim. Karim, président. Pierre-Henri, vous caricaturez. Karim, président. Voilà. Merci, mon Karim. Comme des coccinelles, des hirondelles en haut, quoi. On va voler. Ouais, merci, mon Karim. Les métros, les RER, les salles, les meetings, là, pour les politiciens de il a raison, il a tout dit, voilà quoi. Merci Karim. Du tout. Il faut le nommer président. Il a dit beaucoup de choses, Pierre. Ouais. Il a parlé d'une réalité, les transports que tu ne connais peut-être pas. Mais les transports, il me semble que tu dois prendre un masque pour les. Ouais, ben c'est tout. Ils sont ultra bondés. Le masque ne sert à rien. Viens dans le RERT avec moi, tu verras combien de personnes portent les masques. On a l'impression vraiment qu'elle réduit exprès son trafic. Eh bien, c'est pour ça que tu vas rester chez toi et que tu vas avoir du télétravail. Alors pour justifier tout cela. Les transports. Donc, pour justifier tout cela, je suis en téléchômage. Pour justifier tout cela, voici ce qu'a dit Olivier Véran à la fin de cette conférence de presse. 5e vague continue de déferler sur tout le territoire national, un taux d'incidence supérieur à 400 pour 100 000 habitants. Ça veut dire déjà une circulation du virus qui est supérieure au niveau du pic atteint lors de la 3e vague. Plus de 2200 patients sont actuellement dans les services de soins critiques de nos hôpitaux en raison d'une forme grave de Covid. C'est un nouveau patient qui rentre en réanimation dans notre pays toutes les 10 minutes. Il y a plus de 12 000 malades qui sont actuellement hospitalisés dans nos hôpitaux, avec un rythme d'admission de presque un malade chaque minute dans notre pays. Quelques éléments que nous savons à ce stade, mais ce sont encore des éléments très préliminaires. Je vous demande de tenir compte de ces informations avec beaucoup de précautions. Nous en saurons plus dans quelques jours. Il apparaît que ce variant, à l'évidence, est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta, qui lui-même est déjà très contagieux par rapport au variant précédent. Des études premières études qui montrent qu'en Afrique du Sud, aussi bien qu'en Angleterre, le virus pourrait doubler jusqu'à tous les 3 à 5 jours, ce qui ferait une vitesse de circulation de ce variant plus importante encore que le variant Delta. L'OMS nous fait part de sa vigilance extrême et le Centre européen des maladies transmissibles considère que ce variant pourrait représenter la majorité des contaminations par le Covid en Europe d'ici à quelques mois. C'est pourquoi vraiment nous faisons tout pour en freiner la diffusion. Il t'a convaincu le ministre de la Santé, Tarak ? Non, moi je demande sa démission. Pourquoi ? Des restrictions, des programmes faits dans l'urgence, des annonces qui rassurent pour ensuite repartir dans l'alarmisme 2 semaines après, non. Moi personnellement, je demande la démission d'Olivier Véran déjà dans le cadre de ce qu'on a subi au niveau de la toxicomanie. Et, rien à voir.
Ah non, non, Rien à voir. pour moi, c'est un ministre incompétent. C'est un ministre incompétent et je demande sa démission. Très bien. Fatima est avec nous, elle est restauratrice. Bonsoir Fatima. Oui, bonsoir. Bonsoir les auditeurs, bonsoir à vous. Bonsoir je voulais Fatima. juste intervenir, mais vraiment très très court, je vais pas vous prendre votre temps. Je voulais juste dire au monsieur qui avait dit que les restaurateurs avaient eu leurs aides et C'est que... Pierre-Henri. C'est Merci Pierre-Henri. madame, merci madame. Voilà. Qu'ils n'avaient pas déclaré leurs chiffres et tout ça. Moi, je voulais juste, avec ma petite contribution, dire que moi, personnellement, j'ai tout déclaré et depuis l'année dernière, le mois de décembre, je n'ai pas eu un centime. Et c'est un Bravo restaurant madame, merci pour votre traditionnel. témoignage. Et on nous balade de service en service, de service en service. On a du mal à payer les loyers, on a du mal à embaucher, on a beaucoup de problèmes. Et les impôts ont fermé. Moi, je suis dans le 19e arrondissement, donc les services sont fermés, les entreprises, vous pouvez avoir personne, vous envoyez des mails et des mails et des mails. Ouais. Et excusez-moi du terme, débrouillez-vous. Voilà. Ouais. Pierre-Henri, Ce soit qu'as-tu à répondre à Fatima? Eh bien, d'abord, merci pour votre témoignage. Ouais. Et de plus, je n'ai pas dit que tout le monde se trouvait dans cette situation. J'ai dit un certain nombre de personnes vous caricaturez. et pouvaient avoir sous-déclaré leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas votre cas et vous ne trouvez aucun interlocuteur. Elle a pas reçu d'oseille. Je Fatima. ne suis hélas pas totalement étonné quand vous Pas n'avez plus personne. Du tout. Je me débrouille au jour le jour. Oui, J'ai eu oui, 60 j'ai bientôt 60 ans. Mais je comprends. J'ai travaillé pendant 8 ans, jour et nuit. Et vous aviez un restaurant de quoi, madame? C'est quoi votre restaurant, Fatima? Moi, je fais de la pizza, ça s'appelle All Five, je suis au rue de Crimée à Paris 19e. Il faut y aller, il faut aller manger chez All Fatima. Five, Crimée. Allez-y, tout le monde. C'est quoi le numéro de la rue? Allez. 242 rue de Crimée, c'est vraiment gentil à vous. Merci 242 beaucoup, en rue tout de Crimée, on va manger une pizza chez notre amie faut Fatima. la soutenir. Il faut la soutenir, effectivement. Merci beaucoup Fatima et bon voilà, courage. merci, c'était juste un petit coup de gueule comme ça. Eh ben, vous avez bien fait. Ça me fait mal au cœur, mais bon, c'est difficile, mais voilà. Bon, écoutez, bon après-midi et bonne journée, merci à vous. Fatima. Ça sera une Au 4 revoir. fromage pour moi. Tu Merci vois, beaucoup Pierre-Henri, Fatima. Oui. Tu vois, Pierre-Henri, Oui, Tarek. parce que moi, tout le long de cette crise, j'étais proche des commerçants et je savais ce qui se passait. Oui. Attends, une hirondelle ne fait pas le printemps et n'invalide pas forcément ce que j'ai dit. Donc, Fatima a quelques difficultés avec l'administration, c'est tout à fait possible. Je connais aussi des restaurateurs qui ont des difficultés avec l'administration. Mais le problème, c'est les généralités comme celles auxquelles, par exemple, tu t'es livré tout à l'heure. Alors que nous avons un ministre de la Santé qui fait face à une situation extraordinairement difficile, tu te permets, toi, de l'endroit où tu es, de le déclarer incompétent et de demander sa démission. Bon, oui, bien sûr, moi je peux demander aussi la démission du président de la République. Tu as raison. Eh bien, je ne le ferai pas parce que je pense que c'est le seul rempart aujourd'hui efficace contre l'extrême droite. Tu vois? Ouais. Bon, Nadia. Macron est le seul rempart. Ça veut dire soit on est dans l'ultra-capitalisme, soit on est dans l'ultra-droite. Non, non. Ah, wow. Écoute, la démocratie c'est le est débat. morte, hein. Non, la démocratie est en difficulté et la question est de savoir qui l'a mise en difficulté. Bon. On a aujourd'hui une gauche de gouvernement. Non, on s'en fout pas. On s'en fout. On s'en fout pas. On a une gauche qui est soucieuse de l'alphabet inclusif et de l'écriture inclusive. Mais où est-ce que tu es allé voir ça? Ça sert à rien, C'est où tu es allé voir mais ça? Je le ça, vois c'était les amis de la LFI qui sont. Mais non, mais pas que. Toute la gauche est là-dedans. Les amis de Madame Rousseau. Toute la gauche est là-dedans. Mais la gauche de gouvernement, aujourd'hui, est à 5%. C'est dramatique. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis désolé, je regarde le paysage politique comme toi. J'ai vu le week-end dernier à la fois la désignation d'une candidate pour un parti qui s'appelle Les Républicains et qui a adopté quasiment l'ensemble du programme de M. Ciotti, l'ami de M. Zemmour. J'ai vu M. Zemmour et son déchaînement de haine, le parti qu'il appelle la Reconquista, qui est quand même entre le 8e et le 13e siècle, l'expulsion des musulmans et des juifs d'Europe. Enfin, franchement, et d'Espagne, franchement, oui, Emmanuel Macron est au centre et présente la seule alternative crédible aujourd'hui
difficulté. Bon, Écoute, si tu Nadia. en as une autre à me présenter, tu y vas. Hein. Stop, Nadia de Saint-Etienne est avec nous. Bonjour Nadia. Salam alaikum à tous, vous allez bien? Ça va très très bien, ils sont en forme là. Notre Pierre, ça y est, tu sais, c'est un diesel, Pierre. Toujours pour les mêmes bêtises. Quoi? Première question, me Ouais. permets-tu, Christophe? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, pose ta première question, Nadia. Alors, les boîtes de nuit, on ferme. Allez, dans tact. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors, que pensez-vous, monsieur Pierre-Henri, Oui. que les clubs échangistes restent ouverts? Mais je m'en fous, madame. Mais alors complètement. Mais complètement parce que d'abord, vous avez un club échangiste à côté de chez vous. Vous avez l'adresse du club échangiste à côté de chez vous, madame? Ça, je peux pas vous répondre. Ah ben voilà, vous savez pas. C'est l'homme qui a vu l'ours et qui a vu l'échangiste. C'est ça, hein. Bon, passe à ta- Voilà, allez, passez à la seconde, va. Question. Moi, je vais vous dire un truc. Véran, quand il était neurologue, Mais non, mais Chut, laisse-la parler. Oui. c'était un excellent neurologue. Moi, je vous le dis en connaissance de cause. Hein. Ouais. C'est pas- Vous connaissez quoi, les clubs échangistes? Non, mais C'est pas- ça, pas- non? pas- d'Olivier pas- Véran, qui est un En excellent connaissance de neurologue. cause. Pierre, Mais non, mais laisse-la parler. elle est en train de te caricaturer. là. mais Elle est en train de elle faire te l'image parle de d'Olivier Véran. Extraordinaire, Nadia. Ce qu'il faisait à l'époque, il le renie maintenant. C'est honteux. c'est honteux. Bon, alors tu parlais d'Olivier Véran, Nadia, qui était un excellent. Neurologue. Neurologue à Grenoble. Il était au CHU à Grenoble. Très bien. Ok, Nadia. Tu voulais rajouter quoi? Super tout bien, sympa, super professionnel, très bon praticien, très bon diagnostic et tout. Ah oui, oui. Ouais. Voilà. Donc il y a cette histoire d'échangisme et tout. Alors maintenant, est-ce que vous êtes au courant, vous, qui êtes plus dans les... Moi, je oui dire cet après-midi que c'est une pénurie de Pfizer. Donc, j'ai certains médecins là qui m'ont appelé en me disant... Prenez du Moderna, madame. Ouais, mais pareil qu'il alors est pas. justement, eh bien écoutez, moi j'ai quelques anciens collègues Ouais. qui s'inquiètent énormément parce que 2 doses de Pfizer ne sont pas forcément compatibles avec une dose de Monsieur, Moderna. madame, c'est totalement compatible avec le Moderna. Je vous Docteur rassure. Pierre-Henri, hein, c'est docteur l'autre. Oui, oui. Moi, Ouais. j'ai pas le... Moi, j'ai pas cette suffisance ni cette arrogance de me prendre pour ce que je suis pas. Ça, c'est Oui, clair. bah, écoutez, madame, simplement, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont vaccinées avec Moderna. C'est pas de la Ah, mais il y a des problèmes avec suffisance. Moderna. C'est pas de la suffisance que vous dire cela. De la même manière que vous enfilez les perles avec vos Avec quoi? histoires, Avec avec quoi? vos histoires Avec un fil à de. couture ou un élastique. Ouais. L'élastique se casse facilement, le fil à couture tient un peu plus longtemps. Je suis d'accord. C'est comme quand on recourt une opération. Je suis d'accord. Ouais, Bon, bah merci voilà, on est Nadia. d'accord. Au revoir, Merci madame. à vous. Allez. Ciao, ciao, à bientôt. Comment ça va, Lila? Ça va bien. Bienvenue dans la meute, hein, vous avez vu? Ouais, j'ai vu ça. Bon, c'est bien. Vous allez un peu me les calmer, vous, en tant que thérapeute? Je vais essayer. Oui, on verra. thérapeute, coach, mais aussi Voilà. formatrice Mais on est spécialisée d'abord tout- en Oui. confiance en soi. Tout à Voilà. fait. Et fondatrice de Lila Lila Coaching. Coaching. Lila Coaching. On va essayer de coacher Pierre-Henri, il y a du boulot. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Moi, je veux bien être coaché, moi. Ouais. Alors, mais non, on s'en fout de vous en fait. On va parler des femmes issues de l'immigration avec Lila. C'est ce qui Oui. nous intéresse Et- aujourd'hui. Et je trouve que c'est un très beau projet. Oui. Bon, Bah, d'ores et déjà, rien que l'idée est fort séduisante. eh bien, nous en reparlons dans un instant avec Lila votre coaching. Haj Mohamed qui est avec nous et invité du LGF sur France Maghreb. On va parler de vous, mesdames et mesdemoiselles, issues de l'immigration, de votre place, de votre émancipation avec Lila Haj Mohamed de Lila Coaching. L'émission de référence, ça s'appelle Le Grand Forum. On est tous les jours en direct avec vous, de 16h à 18h, pour des débats enflammés. On décortique l'actualité et on en fait, on les soumet au débat avec vous, chers amis auditeurs, bien sûr, amis du peuple qui prenaient la parole avec nos chroniqueurs aujourd'hui représentés par Pierre-Henri et Tarek Sassi. On va changer de sujet, se calmer un petit peu pour recevoir notre invité. Je suis ravi de l'accueillir, Lila Haj Mohamed qui est avec nous. Bonjour Lila, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Alors vous êtes coach, thérapeute et formatrice spécialisée en confiance en soi. La confiance en soi, on l'a un peu perdue en ce moment pour beaucoup, Lila, non? Ouais, avec le contexte actuel, effectivement, avoir confiance déjà au gouvernement, à tout ce qui se passe, c'est compliqué. Ouais. Ouais. Et vous êtes aussi fondatrice de Lila De Lila Coaching. Coaching, Alors oui, qu'est-ce tout que à Lila fait. Coaching? Présentez-nous un petit Alors, peu. Lila Coaching, je l'ai créé pour accompagner des femmes et des hommes, pour les aider à prendre confiance en eux, à s'affirmer, à prendre leur place, à mieux communiquer dans le milieu professionnel comme personnel. Ouais.
Voilà ce que ça représente à peu près Lila Coaching. Lila Coaching, c'est quoi? Sur les réseaux sociaux, vous recevez les gens? Comment ça se passe? Alors, je coach en individuel. Je Ouais. fais aussi des séances. Je coach en individuel. Je fais aussi des séances de thérapie en individuel. Et je forme aussi à différents outils comme l'affirmation de soi, la confiance en soi. C'est de la psychologie, non? Oui, c'est un mélange Vous de êtes une développement espèce de personnel. psychologue? C'est un mélange de développement personnel et de thérapie, je dirais. Ouais. Plus. Alors, on vient vous voir pourquoi, Lila? Alors, on vient me voir en général parce que les personnes, la première problématique qui ressort souvent, c'est la confiance en soi. C'est je manque de confiance en moi, j'ai du mal à parler en public, j'ai du mal à m'affirmer au travail, j'ai du mal à savoir communiquer de façon juste, j'ai du mal à dire non à mon patron, j'ai du mal à dire non à mon entourage. C'est ces sujets-là qui reviennent très souvent. Est-ce que vous avez, parce que c'est malheureusement, j'ai envie de dire, tendance en ce moment et à la mode aussi, ces questions de harcèlement sexuel que subissent ces femmes, par exemple en entreprise, il y en a beaucoup. Oui, ça commence à... voilà, c'est un sujet très d'actualité, d'ailleurs, on en parle de plus en plus. Et tant mieux. J'ai pas forcément beaucoup de clientes qui subissent de l'harcèlement sexuel, mais j'ai plus de clientes qui subissent de l'harcèlement moral. Ouais. J'ai récemment... C'est redoutable, hein, ça. Oui, d'ailleurs, c'était hier, j'ai eu une séance avec une cliente qui est partie, qui a quitté la société parce que c'était juste invivable pour elle de rester travailler dans des conditions comme ça. Elle subissait un harcèlement et elle l'a subi pendant très longtemps, sans rien dire. Et du coup, jusqu'au moment où elle a craqué. Donc les gens, en général, qui subissent un harcèlement n'osent même pas en parler. Ouais. Et votre boulot, vous, c'est d'essayer de redonner confiance en soi. Tout à fait. Ouais. Essayer de redonner confiance, essayer de les aider à exprimer tout ça, à sortir tout ça. Et les aider surtout à s'affirmer, à prendre leur place, à en parler. Parce que souvent, ces personnes qui sont victimes n'en parlent pas, justement. Et c'est dommage, parce que derrière, si on n'en parle pas, c'est que d'autres femmes et d'autres hommes subissent cet harcèlement-là. Alors, il y a la place du coaching et de la thérapie dans le désir d'émancipation des femmes issues de l'immigration. Voilà un thème très intéressant que vous souhaitiez aborder avec nous aujourd'hui. Dites-nous un peu, racontez-nous un petit peu ce désir d'émancipation. Alors, je trouve que c'est pas évident de s'émanciper dans la société dans laquelle on vit actuellement. Pourquoi ? Parce que déjà, la société projette beaucoup de choses sur la femme. Si moi je suis une femme musulmane, je porte un foulard, donc je subis pas mal de préjugés, pas mal de jugements sur mon foulard, sur qui je suis. Et beaucoup de femmes subissent aussi ça. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident de s'émanciper quand on vient d'une culture différente. C'est pas évident de s'émanciper quand on a une double culture, parce que la société nous renvoie choisissez entre la culture française ou votre culture. Et si vous choisissez une autre culture, du coup, vous êtes plus français. Ouais. Alors, là, on parle pas de culture, on parle d'appartenance religieuse, ce qui est pas pareil. Moi, j'ai choisi de parler d'appartenance religieuse, mais ça concerne aussi d'autres sujets. Ouais. Ça Par concerne exemple. aussi qu'est-ce que je peux vous dire à part le foulard. Là, j'ai pas un sujet en tête. Le foulard est un frein, selon vous, pour l'émancipation des femmes ? C'est pas un frein. Pour l'émancipation des femmes, c'est la société qui projette sur la femme qui porte un foulard que... Donc, de facto, c'est un frein. Oui, ça dépend de comment on le prend. Je pense que c'est un frein qu'on peut dépasser. Ouais. Et comment on peut le dépasser, justement, puisque vous dites que la société vous rejette et qu'elle vous fait sentir, justement, cette appartenance religieuse et qu'elle vous prive peut-être de pouvoir travailler dans tel ou tel endroit. C'est pas comment le cas y de faire tout le monde. face ? Alors, ce que je vais dire là, ça concerne mon expérience personnelle et ça concerne l'expérience de femmes que j'accompagne. Ouais. Donc, c'est pas forcément le cas de toutes les femmes. Et sincèrement, moi, j'ai pas forcément subi de la discrimination au travail. J'ai toujours pu travailler. J'étais comptable auparavant, avant d'être coach, et j'ai pas eu de soucis de discrimination. Mais je reçois dans mon bureau des femmes qui subissent de la discrimination par rapport à leur double culture. C'est pas forcément en lien avec le foulard. Par rapport au fait qu'ils sont issus de l'immigration, donc soit nés à l'étranger, de parents nés à l'étranger qui viennent s'installer en France, ou bien de personnes qui sont nées en France de parents étrangers.
Alors, justement, quand on a posé un petit peu ce constat, selon vous, où réussir quand on est une femme issue de l'immigration ? Où réussir Alors, ce qui marche super bien en ce moment, je dirais, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes qui sont entrepreneurs parce que c'est une réalité. C'est que parfois, certaines entreprises, dans certaines entreprises, on subit des préjugés, on subit une certaine discrimination. Ouais. Est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés, par exemple, où les femmes entreprennent plus que d'autres ? Écoutez, il y a ce qui marche en ce moment, c'est l'événementiel. Ouais. Bon, avec la crise sanitaire, c'est un peu compliqué, mais sinon, hors cette crise, l'événementiel, ça marche très bien. Il y a beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans le coaching, dans la thérapie, dans le développement personnel. Ça se fait de plus en plus. Tout ce qui est aussi l'accompagnement des réseaux sociaux, le marketing, tout ça, c'est des métiers où il y a de l'avenir. Ouais. Pierre-Henri, oui. Qu'est-ce que ça t'évoque tout cela, ce sujet de discussion ? Ça m'évoque plusieurs choses. Moi, du coaching, j'en fais tous les jours et depuis longtemps. Parce que tout simplement, je considère que les codes de la société d'accueil se transmettent à toute personne nouvelle arrivante. Les codes, c'est quoi ? C'est des codes vestimentaires, c'est un savoir-être, c'est arriver à l'heure, c'est avoir le sens du collectif. Mais oui, mais tu peux rire. Non, mais je parle pour moi. Je parle pour moi. Oui. Tu peux rire, mais en l'occurrence, c'est bien comme ça que ça Il a raison, fonctionne. Pierre. Arriver à l'heure, c'est très important. Parce que pour le reste, je rappelle que le voile, il est tout à fait autorisé dans l'espace public, que dans un certain nombre d'entreprises au service du public, en l'occurrence le service public, la neutralité doit être de mise et de rigueur. Pour le reste, ça va dépendre évidemment des entreprises. Puis je rappelle par ailleurs que quand il y a discrimination, il y a la possibilité de faire appel à la loi. La discrimination, elle existe notamment à l'embauche, en fonction de l'endroit d'où vous venez, en clair, de la classe sociale à laquelle vous appartenez, souvent du nom qui est le vôtre, du prénom qui est le vôtre, et que ces discriminations, se combattent par la loi. Le défenseur des droits est notamment là pour le faire et écouter toutes les récriminations. C'est long. Non, c'est pas forcément long. Ouais. Et puis, il y a par ailleurs de très bons avocats. Donc, voilà. Et par ailleurs, l'entreprise... T'as pas de question, en fait. Non, t'as pas de question. Voilà. Mais non, moi je lui souhaite plein succès pour son entreprise. Et comme le dit très bien, l'entrepreneuriat aujourd'hui est une voie possible. Eh bien, je lui souhaite plein succès. Lila Mohamed, il y a une autre problématique justement par ces femmes qui, on l'a dit tout à l'heure, ne peuvent pas accéder peut-être à des emplois dus au port du foulard, par exemple. Et vous avez ces chefs d'entreprise issus de cette même communauté qui, en l'occurrence, les prennent, mais se comportent pas très bien avec elles. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus, Lila ? Moi, j'ai des retours de gens et de femmes à qui on fait faire des heures pas possibles, à qui on fait faire des choses... Alors, sous prétexte, effectivement, on dit, moi, je t'embauche, je te fais travailler, donc estime-toi heureuse. Voilà, ça soumet peut-être parfois à des dépassements. Est-ce que tu as pu le constater ? Alors, j'ai pas forcément rencontré des femmes qui vivent ça. J'ai pas rencontré de femmes portant le foulard qui vivent ce genre de cas. Par contre, oui, j'ai des clientes qui subissent ce genre de choses, mais qui sont issues de l'immigration. Oui. Et d'ailleurs, j'ai une cliente qui me disait, ma chef me disait, mais toi et ton collègue, qui sont tous les deux justement issus d'immigration, vous devez faire plus d'efforts que les autres.
Et qu'est-ce que ça veut dire issu de l'immigration? D'abord, issu de l'immigration, ça veut dire, moi je suis issu de l'immigration, ça veut dire soit je suis née à l'étranger et du coup je suis arrivée en France, je me suis installée en France, ou bien née en France de parents étrangers. Oui. Si je parle de mon cas, moi si je parle de mon cas, moi je suis née en Algérie, j'ai grandi une partie de mon enfance en Algérie, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans et du coup voilà, j'ai dû m'adapter à une culture différente, un mode de vie différent, un code différent comme vous disiez tout à l'heure Pierre, et la difficulté que j'ai rencontrée en France, c'est justement cette double culture qui n'est pas forcément la bienvenue. Alors que ça devrait être une richesse. Alors que ça dépend de ce que l'on appelle la double culture, parce qu'il faut préciser qu'est-ce qui n'est pas bienvenu. Parce que moi, j'ai des tas d'amis, évidemment, qui viennent d'Algérie, du Maroc, du monde entier, et qui sont de culture musulmane, et qui n'ont pas particulièrement de difficultés, si ce n'est le racisme bête, idiot, quotidien que on peut subir aujourd'hui parce que il est devenu banalisé, parce que le monstre est sorti de sa boîte, voilà, et que manifestement il y a aujourd'hui un tiers des Français qui se retrouvent dans une pensée raciste. Non, mais la discrimination à l'embauche, discrimination au logement, discrimination à plein de choses, Pierre. Alors, allons-y. Discrimination à plein de niveaux. Mais moi, je demande double culture. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui dérange? Non, mais parce qu'il faut mettre des mots autour d'un certain nombre de concepts. Oui, Lila. Ce que je voudrais dire, c'est que on va pas généraliser. Je voudrais pas généraliser en disant toutes les personnes issues de l'immigration vivent ça. Non, c'est pas la réalité. C'est une partie de personnes issues de l'immigration qui vivent ça. Là, je suis en train de partager mon expérience à moi et l'expérience de personnes qui sont autour de moi ou de mes clients, femmes et hommes. Ouais. Donc voilà, je voudrais pas qu'on parte dans des généralités en disant que c'est toutes les femmes ou tous les hommes vivent de la discrimination, parce que c'est pas vrai. Bon, Tarak, t'as une question à Madame la coach? Non. C'est bien, vous servez à rien en fait. Juste à prouver. Vous êtes des chroniqueurs de bas étage, vous ne servez à rien. Moi je veux bien, oui, être coaché, parce que même si des fois je peux rouler des mécaniques, on a toujours un défaut de confiance en soi, et avoir quelqu'un justement qui vous drive. C'est ce qui est de mieux pour pouvoir avancer et réussir. Et très souvent, c'est ça qui me manque. Après, là où je vous appuie par rapport à la problématique du voile, et même du foulard, c'est plus joli. Tenue musulmane, de tenue musulmane dite ample, j'ai été un petit peu au milieu de tout ça quand j'étais dans l'éducation nationale. Et je peux dire que ça exclut beaucoup de filles de l'éducation. Donc même si elles enlevaient leur foulard, on leur reprochait le fait de porter des tenues trop amples. Oui. Enfin, cette façon de sexualiser à tout prix les femmes, moi, m'interroge toujours. Qu'est-ce qui dérange dans le corps des femmes? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté absolue de, à la fois, soit cacher son corps, mais ça regarde les femmes, Pierre, ça ne regarde pas nous. Ça regarde. Non, ça ne regarde pas, Pierre. C'est aussi une culture. Non. Comme celles qui ont envie de se mettre en mini-jupe et d'afficher leur forme, c'est leur problème. Je pense qu'on a le droit de s'habiller comme on veut. C'est mon Merci propre Lila corps. de le dire. Bah oui, mais non, mais c'est pas en train de ce que c'est exactement ce que je souhaite. Voilà, Lila. de pouvoir s'habiller comme elle veut, de pouvoir décider de sa tenue vestimentaire, de sa manière de vivre, de sa manière à quelle religion elle va appartenir, comment elle veut réussir, comment elle veut s'émanciper. Voilà, ou pas, de ne pas y appartenir, effectivement. Mais ça, c'est quand même fantastique, parce que c'est une liberté absolue dans la société française. Le fait de pouvoir croire, de ne pas croire, de changer de religion, c'est quand même une liberté extraordinaire. Il faut au moins reconnaître ça à notre pays. Ouais, mais dans les faits, Pierre. Mais bien sûr, le crime d'apostasie, il
est punissable de quoi dans un certain nombre de pays? Rappelez-moi. Combien de pays? 39. Non. Alors, excuse-moi. Alors, des pays dans lesquels, avec lesquels on commerce en ce moment, avec lesquels on a vendu des Rafales, par exemple. Oui, voilà. 80 Rafales avec l'Arabie Saoudite. Voilà, oui. et les Émirats. Les Émirats Arabes Unis, oui. Voilà, bon. Oui, oui. Alors, les mêmes Émirats Arabes Unis qui financent les gens comme Zemmour et Le Pen. Bon, alors Lila, comment fait-on pour te trouver sur les réseaux sociaux, Lila? Alors, taisez-vous. Donc je suis présente sur Facebook, je suis présente sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter. Et Twitter. il suffit de Twitter. Et TikTok? Non, elle n'est pas TikTok. Et Twitch? Non, t'es pas. Je trouve que c'est déjà pas mal oui, d'être présente sur tous ces réseaux. Pierre-Henri qui nous parle de TikTok, alors là c'est comme si ma grand-mère me parlait, je sais pas, de la guitare électrique, quoi, n'importe quoi. TikTok, tu connais pas? Ben, c'est pour les jeunes, ça, c'est pas pour nous, c'est plus pour nous. Comment ça? Voilà. Donc Lila Coaching, c'est ce qu'il faut taper. Voilà. Sinon, j'ai un site internet, Lila Coaching, lila-coaching.com. Bon, Lila, tu reviens quand tu veux? Avec plaisir. Bon, ça va, t'as passé un bon moment, ce fut court. Hein. Super. Voilà, mais intense. Merci pour ton comme on aime d'ailleurs. Merci et puis longue vie à votre entreprise et à vous. Merci Lila, et continue de conseiller, de coacher. Je vais t'envoyer quelques chroniqueurs, je pense qu'il y a du boulot. Lila, en tout cas, coacher. Merci beaucoup Lila. Dans un instant, on va parler d'état de la gauche. Vous savez que ce parti, là, ce parti socialiste, la LFI, les Verts, tous ceux que vous mettez à gauche, quoi. Ils peinent à décoller dans les sondages, et c'est peu de le dire. Est-ce que la gauche a d'ores et déjà perdu cette élection présidentielle? On se posera la question, et on n'en oubliera pas notre zapping. Tout cela dans un temps record, sans oublier l'ami La Belle Histoire, qui est toujours avec nous et qui écoute, qui scrute scrupuleusement pour faire une chronique de fin d'émission. Il va nous parler de Lila dans sa chronique, j'imagine, hein, La Belle Histoire. Je connais les travers de La Belle Histoire. Oui, n'est-ce pas, La Belle Histoire? Absolument. Bon, est-ce qu'il y a un titre ou pas encore? La Belle Histoire, La Zémourite. La Zémourite. D'accord, très bien, ça donne envie, très bien. Oui, ça donne vachement envie de vivre en Zémouristan. On verra tout à l'heure. Reste avec nous, la gauche, on en parle dans un instant, le zapping. Et on va parler de Zemmour, tiens, dans le zapping, à tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. L'émission de référence 16h-18h, tous les jours du lundi au vendredi avec Pierre-Henri, avec Tarek Sassi. Et on va parler maintenant, rapidement, mais on va en parler quand même, parce que le temps passe très très vite. Et on a encore plein de choses à faire et il nous reste peu de temps. De cette gauche, alors quand je parle de la gauche, je parle de Mélenchon, crédité entre 10 et 11% selon les sondages, de Yannick Jadot entre 7 et 8, parfois même 6, de Anne Hidalgo, qui est plus en dessous des 5 qu'autre chose. Bref, la gauche qui peine à décoller dans les sondages. Est-ce qu'on peut considérer, Pierre-Henri, que cette gauche-là n'a retenu aucune leçon du passé et est une machine à perdre? Mais non, mais la vraie question, c'est de savoir comment un parti de gouvernement qui possédait quasiment tous les pouvoirs en 2012, quand François Hollande a été élu, qui avait la majorité au Sénat, à l'Assemblée nationale, a terminé en 2017 avec un candidat, Benoît Hamon, qui a fait 6%. Et depuis, on a l'impression que, et c'est pas simplement une impression, que le Parti socialiste n'a pas travaillé, n'a pas renouvelé ses cadres et se trouve totalement en décalage par rapport à une société qui, pour une large partie, a basculé vers une idéologie d'extrême droite. Et l'abstentionnisme, moi je dirais, c'est le plus gros parti. Oui, l'abstentionnisme, mais aussi l'extrême droite. Et par ailleurs, donc on a un parti de gouvernement, un ancien parti de gouvernement, le Parti socialiste, qui est à 5%. On a les écologistes qui ont du mal à prendre exemple sur leurs voisins allemands, qui sont aujourd'hui à 7%. Et puis on a un Jean-Luc Mélenchon dont l'objectif n'est pas d'arriver au pouvoir, mais d'être le premier à gauche. Et donc c'est le cas dans les sondages. Mais il arrivera à cela. Simplement, on a une gauche fragmentée, on a une gauche
complètement divisée. Je rappelle que si jamais elle était unie, même si c'est pas automatique et si les électorats ne s'additionnent pas comme ça, on serait quand même à plus de 22%. Là, c'est l'émiettement total. Ouais. C'est l'émiettement total et c'est l'élimination dès le premier tour. Et malgré ça, il n'y a pas de réaction. Et puis en plus, il y a une représentation aujourd'hui qui s'opère autour de grands rassemblements. Alors évidemment, j'entends les Verts qui disent oui, mais nous, on n'est pas dans les grands rassemblements, on n'est pas dans la parole descendante, comme ça, on fait des petites réunions d'appartements. Mais nous sommes à l'ère de la télévision et de la télévision de masse. Et si on n'est pas capable de capter un certain nombre de valeurs et de réunir, parce que c'est pas si simple que cela d'aller mettre 10 000 personnes dans une salle et de les chauffer. Eh bien, on a perdu l'élection. Et donc, hélas, moi, je suis un vieux compagnon. Je suis un vieux compagnon de route de la gauche social-démocrate, mais qui l'a déserté parce que je vois avec effroi ce qui est en train de se dessiner dans notre pays. C'est une blague. Hein. Et évidemment, aujourd'hui, moi, la seule alternative, je le disais très clairement, apparaît comme la réélection, la seule alternative à l'extrême droite et à l'ultra-droite et à la droite extrême m'apparaît être Emmanuel Macron. Voilà. Tarek, sur la gauche et sur son constat aujourd'hui et sur son état des lieux, plus que dramatique, elle peine à décoller dans les sondages, cette gauche, elle n'a retenu aucune leçon du passé, elle ne pèse plus rien, quasiment. Alors pour parler de la gauche, je vais utiliser un système de communication de gauche. Habitant dans le 18e arrondissement qui affronte aujourd'hui plusieurs problèmes pour les citoyennes et les citoyens qui habitent les rues du 19e et du 18e arrondissement, nous essayons tant bien que mal de recenser ces problèmes et nous faisons des réunions à la suite pour essayer de canaliser et de recenser tous ces problèmes. En fait, en gros, c'est ça. La gauche, aujourd'hui, ils n'ont cumulé que des actions inutiles, des attitudes inutiles. C'est des gens qui sont totalement déconnectés. Hors circuit. Hors circuit. Ils sont déconnectés de la réalité. Quand on sait que des gens de droite sont plus dans le social que des gens de gauche. C'est vrai, c'est une réalité aujourd'hui. C'est incroyable. Les maires de banlieue parisienne, c'est vrai. Les maires de banlieue parisienne de droite, dans le 93, font plus de social que les élus de gauche. Moi, toutes les municipalités communistes que j'ai connues sont c'est du inutiles. clientélisme, c'est autre chose. Ils font du clientélisme et ils font des carnavals qui servent à rien alors que c'est le carnaval de la misère à l'extérieur. C'est le carnaval de la misère. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette déconnexion fait qu'ils le payent aujourd'hui dans les urnes. Et moi, je dirais pas que... Moi, je vais pas être aussi alarmiste que Pierre-Henri. Je dirais pas que la France est un pays raciste, mais un pays abstentionniste. Il n'a pas dit pays raciste. Hein. Mais c'est pas un pays qui fait un virage vers l'extrême droite. Si. Pour force est de constater quand même. Parce que cet électorat est mobilisé. Non. L'électorat est mobilisé. Non, on n'a jamais vu une telle explosion, une telle libération de la parole raciste, fasciste. Oui. Elle est due à ce point. Elle est due à une oligarchie médiatique qui a envie qu'on l'ait ce discours parce que ça fait de l'audimat. Ça fait du buzz. Ça fait de l'audimat. Quand tu vois que Cyril Hanouna lui-même fait venir des youtubeurs racistes à foison et a transformé son émission en Touche pas mon Zemmour, il y a plus à se poser de questions. C'est le groupe Bolloré, oui. Oui, mais c'est le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, c'est le vrai Trump. C'est lui le vrai problème. Bolloré, il me fait délirer parce que il dénonce l'immigration, mais il appauvrit l'Afrique. Donc lui-même, il est responsable de cette immigration clandestine. Et encore une fois, la gauche, pourquoi elle s'est trahie? Elle a fait du culturel, elle a fait du bobo, elle est déconnectée, elle ne comprend pas sa population, elle n'arrange rien. Sur la crise de la toxicomanie, on l'a vu. Sur l'insécurité, on l'a vu. Sur le social, et j'ai pas arrêté de le dire à chaque fois que j'ai vu des membres de la mairie, des proches d'Hidalgo, j'ai dit, le social, vous ne parlez pas de social, ils sont déconnectés totalement. On est sur des sujets mondains, bobos. La preuve même la France insoumise, pourquoi elle est complètement à la masse. Danielle Obono, elle n'a pas été assez bonne pour gérer
les crises qu'on a eues. Bastien Lachaud, qui est un bon à rien à Aubervilliers et Pantin. Et je ne parlerai pas du maire Kern. Et puis le Parti communiste, qui est un parti mort-vivant et qui va attirer avec lui le Parti socialiste qui est mort. Là, aujourd'hui, on a 2 carnavals de gauche qui sont la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, qui aiment mélanger les musulmans, le LGBT et tout, pour essayer de réunir. Mais au final, bah, ça marche pas. Et en plus, leurs gestions de ville sont catastrophiques. On peut le voir aussi bien à Lyon qu'à Bordeaux ou ailleurs. Et au final, bah, ces gens ne se reconnaissent pas dans cette gauche qui est incapable de gérer Une minute pour nous société. raconter ce que tu as vu ce dimanche à Villepinte. Alors, je peux le dire, sans vouloir être alarmiste, mais j'ai revu les heures sombres, vraiment les heures sombres. Déjà, l'organisation était extrêmement juvénile. Elle était partagée entre un public assez âgé, mais un public extrêmement jeune et fanatique. On peut dire je peux dire aujourd'hui que Éric Zemmour est assis sur une armée. Ces gens-là sont prêts à taper. Il a pris un ancien général comme directeur de campagne. Ouais, mais ils sont prêts à taper, à aller au sang. Et en plus, j'ai vu la plupart des influenceurs qui s'affichent, ils font beaucoup de tirs à l'arme à feu, beaucoup d'ultra-droite qui étaient présents là-bas sur place. Ouais. Et moi qui étais accrédité média pour Tawa TV, j'ai été mis dans un carré où à un moment donné on nous a demandé de nous mettre à genoux parce qu'on gênait les guests. Et il y a un des guests qui est venu me bousculer, j'ai pas bougé, je l'ai moi-même bousculé, et il m'a dit dégagez-le. J'ai pas bougé, et je l'ai bien regardé en face, j'ai dit je t'emmerde. Et la seule chose qu'il a trouvé à faire, parce qu'il n'y avait plus d'argument, c'était de grimacer. Mais véritablement, il y avait une cible, on avait pris pour cible les médias, surtout certains médias qui n'étaient pas dans la ligne Zemmour, et parce que par contre Livre Noir et Valeurs Actuelles, c'était festival pour eux, ils allaient où ils veulent, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils n'avaient aucun problème. Hein. Ouais. Ces 2 médias-là. Même CNews, j'ai pas vu vraiment de traitement de faveur pour eux. Ils ont coupé le discours avant la fin d'ailleurs. Hein, et tout le long, il y a eu plusieurs journalistes, dont Léo Nicolian qui a été évacué, des journalistes de TF1. Ouais, mais il fout le bordel. Bon, à chaque fois, il fout le bordel. C'est vrai, mais bon. C'est bon. Mais il y a eu un traitement des médias et des journalistes qui a vraiment été exécrable. Bon, tu vas y aller au mois de janvier au prochain meeting ? Moi, j'irai. Ah ouais ? J'irai, mais je sais pas où ça va se passer par contre. Tarek, oui, alors j'ai mes questions à poser, je les poserai à tout prix. J'en ai posé certaines à Antoine Diers. Je continuerai. C'est ma manière à moi. C'est ma manière à moi de résister. Moi, je te proposais de proposer des questions à M. Emmanuel Macron, qui est le président de la République. Et il n'a pas voulu me recevoir, Emmanuel Macron. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. Ouais. Mais parce qu'il en a rien à foutre. Il est méprisant envers la population. Simplement une phrase. Simplement dire que sur les 9 millions de personnes qui ont voté à gauche en 2017, qui n'était pas une année très faste, il en reste aujourd'hui 5 millions qui continuent à voter à gauche, tout simplement parce que le débat s'est déplacé de gauche, du traditionnel gauche-droite vers l'identité et la souveraineté. Pierre-Henri, dans un instant, la belle histoire. Tu es prêt, la belle histoire ? Je suis prêt. À tout de suite sur France Maghreb 2. J'espère bien. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, émission de référence avec Pierre-Henri, avec Tarek Sassi, qui se sont exprimés, avec Lila Haj Mohamed, Lila Coaching, qui était notre invité, et la belle histoire qui a écouté, scruté, entendu, analysé, et qui va nous faire une chronique pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Ah, il fallait être à l'heure. Séance de rattrapage avec la belle histoire pour la chronique qui s'appelle La Zémourite. La Zémourite, c'est parti, la belle histoire, c'est à toi. Merci Christophe. La Zémourite. La France est malade. Un grand corps malade, sclérosé par d'éternels débats revenant en boucle en épidémie de polémique épidermique. Hier, Jean Casse-la-Tête et Olivier Véreux des laboratoires Macron se sont exprimés à l'issue du 492e Conseil de défense immunitaire. Jean, atteint récemment au Covid-19 par l'intermédiaire de sa fille, devra envisager de le faire sur lui-même une 3e dose de rappel en premier sinistre. Et un véritable rappel à sa fille si le virus passé par le parcours du seuil de Matignon aura une piqûre mémorable en guise de punition. Pas de prise de tête chez Castex, on ne pique que sans contexte, sans latex, sans complexe. Sans latex. Ainsi, oui, mais sans latex aussi, oui, parce qu'il faut porter des gants aussi.
Ainsi, Oui, pour autre sauvegarder papy et mamie, les enfants vont devoir se faire vacciner. En attendant, port du masque, restauration distante et sport de contact restreint, les fêtes de Noël se seront pas sacrifiées sous l'autel du petit Jésus Castux. Ainsi, les discothèques n'annonceront pas la nouvelle année entre brassage en meeting, en sécheresse pécresse. Je ne prends une, en 2 mots, ville peinte de bière dans le nouveau château des Oliviers amer, sans amour pour Zemmour. Le week-end passé a montré à son paroxysme la folie médiatique autour du polémiste, désormais candidat, qui devient devant 10 000 groupies, assassine Macron, ratonne SOS Racisme en pousse au crime, quotidien séquestré par l'ancien. Oui. Ah, on a perdu. Et contre lui. La belle histoire. Eh ben moi je vous entends. Voilà, c'est bon. Ça a été légèrement coupé. Vas-y. Alors je disais que. Décidément, tu vois, il y a des mots-clés comme ça qui apparaissent à la radio. Il y a des mots-clés comme ça passe pas. C'est bizarre. Hein. Il y a des trucs bizarres dans cette radio. Vas-y, la belle histoire, poursuis. Alors, donc du coup, effectivement, devant 10 000 groupies, assassine Macron, ratonne SOS Racisme, en pousse au crime, quotidien séquestré par l'ancien du quotidien de Paris, rate le pari quotidien de faire l'unanimité, mais l'humanité contre lui. Ainsi, Yann Barthès déverse son opposition au néopoliticien et ne lui embrassera jamais son crâne, mais embrassera sans doute le crâne de Ciotti, plus logique vu que Blanc embrassa le crâne de Barthès. Pierre-Henri, en heureux roi, affirme sa fraternité française en ne reconnaissant pas cette France atteinte par une forme covidienne quotidienne appelée zémourite, qui, si le symptôme empire, Pierre n'exclut pas d'être lui-même migrant. Ça s'appelle l'échangisme de gauche. Excellent. Pendant ce temps, Tarak s'assit sur Zemmour à Villepinte, qui par conséquent l'écrase de son imposant poids de catcheur, empressé d'en finir en se munissant de sa carte de presse. Lol. La Zémourite. Lol. La Zémourite, un cas d'école pour Lila Haj Mohamed de Lila Coaching, pour essayer de trouver des solutions de thérapie collective pour la France meurtrie. Nous avons besoin de son coaching pour redonner une confiance en notre pays. Sujet très important, l'émancipation des femmes issues de l'immigration. Elle n'est pas facile, souvent semée d'embûches, mais souvent beaucoup d'espoir en foulard que nulle personne ne fourra. Ah voilà, tu vois, tu mets foulard et hop, ça coupe. De prendre... Alors, reprends ta dernière phrase, ça a coupé. Alors, donc, du coup, sujet très important, l'émancipation des femmes issues de l'immigration. Elle n'est pas facile, souvent semée d'embûches, mais souvent beaucoup d'espoir en foulard que personne ne foulera du pied la dignité et la fierté de travailler, de s'investir, de prendre part au débat public. C'est beaucoup plus complexe que cela. Loin des généralités, la confiance en moi me vient d'une femme ayant vécu sur les collines du Rif, arrivée en France bras ouverts, a accompli sa vie et reçoit aujourd'hui mes bras ouverts en confiance amoureuse et réciproque. Oh. Elle est ma thérapeute, je suis son coach. Femme émancipée, elle est mon émancité, mon joyau, my love. Wow. J'ai confiance en moi. Je n'ai plus de bras gauche en maladresse à la Hidalgo. Les heureux rois Henri comme cher Pierre, mon bras droit d'honneur à Zemmour, Ciotti et compagnie. Comme dirait la maire de Paris, version Sassy, nous sommes le pouvoir du parisianisme pour Paris et pour les Parisiens. Touche pas à mon bras. Je suis la vaccination des grands labos, mais pour la vaccination contre la zémorite en dose illimitée. Là où une frange de la France vous dit à vos Zemmour, moi je vous dis amicalement et chaleureusement à vos amours. Wow, c'est joli. Bravo, merci beaucoup, la belle histoire. Bravo. C'est super. Voilà, Lila, alors, qu'est-ce que t'en penses?
C'était super. C'était super. Ouais. Hein. Voilà. Bon, on a eu quelques petits soucis techniques, mais voilà, c'est des mots, des fois des mots clés comme ça, et ça coupe, tu vois. C'est des trucs bizarres. Je sais pas, depuis que Pierre-Henri est dans la radio, il se passe des trucs bizarres. J'ai remarqué. J'ai remarqué. Voilà. Il faut bien trouver un bouc émissaire. Évidemment. Ben voilà. Bravo, la belle histoire. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Pierre. À très vite. Salut. Merci, Tarek Sassi. Merci beaucoup, Lila Coaching. Hein. On n'oublie pas, les amis, Lila Coaching, bien entendu. Demain, les amis, on ouvre le cahier de doléances et on va lancer les grands états généraux de la proposition pour changer la France. Et on a besoin de vous pour cela. Rendez-vous demain dès 16h sur France Maghreb 2. Il est exactement à Paris et comme partout ailleurs en France, précisément 18h. À demain.